L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Docteur Elie Carmon, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour tenter d'analyser avec un peu de recul les événements qui se sont produits la semaine dernière à Barcelone, à Cambris en Espagne en particulier. La première question que je voudrais vous poser en tant qu'expert du centre multidisciplinaire d'Herzliya en particulier en matière de lutte contre le terrorisme, c'est on a le sentiment que plus Daesh est acculé vers une défaite qui semble incontournable sur le terrain en Irak, et bien plus elle trouve les moyens de multiplier le nombre d'attentats en Europe. Est-ce qu'il y a une sorte de vase communicant, d'effet de vase communicant entre ces deux phénomènes ? Oui, mais ce phénomène a commencé déjà il y a 2 ans. Le premier attaque en Europe a été d'ailleurs en mai 2015, avant la formation du califat, et très symboliquement, le premier objectif a été le musée juif de Bruxelles. Et ensuite, on a vu la séquence d'attentats en France et en Belgique, et ce qui était caractéristique dans ces attentats, c'est que surtout le grand attentat en novembre 2015 à Paris et en mars 2016 à Bruxelles, c'était organisé par l'appareil opératif de Daesh à l'extérieur. Tandis que presque tous les autres attentats, c'était des attentats de cellules ou d'individus locaux qui ont été radicalisés, soit à travers l'Internet, soit à travers d'autres moyens de communication sociaux, ou peut-être par certains revenus, combattants revenus du Syrie et l'Irak, ou des imams ou des salafistes locaux. Alors là, dans le cas de Barcelone, on a l'impression, apparemment, c'est ce que l'on a compris des derniers développements, il y avait une véritable cellule qui a organisé ou planifié des attentats qui auraient pu être encore plus dramatiques que celui qui s'est produit jeudi après-midi. Ça veut dire que il y a une direction encore de Daesh qui donne des ordres et à des cellules qui sont relativement en sommeil en général et qui du jour au lendemain se réveillent et projettent de tels attentats? C'est pas exact ou c'est pas encore sûr. De toute façon, il s'agit d'une cellule très importante, très grande, au moins 12 personnes, presque tous habitant dans une petite ville au nord de Barcelone, s'appelle Ripoll, et qui probablement ont été radicalisés par un imam local, l'imam salafiste, ça s'appelle Al-Sati, qui était l'imam d'une petite communauté et surtout de ce groupe plus radical dans la ville. Et cet imam a disparu, je crois, depuis mardi dernier, et il y a des indices que peut-être il est mort dans l'explosion qui a eu lieu à Alcanar, qui est d'ailleurs le centre opératif, si vous voulez, de cette cellule. Et il y a eu un accident de travail, comme on dit. Oui. Et au moins 2 ou 3 peut-être terroristes sont morts là-bas. Et entre eux, cet imam, si lui vraiment est mort là-bas, c'est clair que c'est lui le centre idéologique, mais aussi opératif de cette cellule. Mais est-ce que selon vous, il y a quelque part, on ne sait pas où le situer, il y a un état-major de Daesh aujourd'hui encore qui planifie ces attentats, qui donne des ordres à ces cellules de perpétrer des attentats une fois en Espagne, une fois donc en France, une fois aux États, en Angleterre, ou alors chacun est libre de mener projeter les attentats comme il le souhaite. Chaque cellule est indépendante et autonome. Je crois que ce n'est pas nécessaire. Dans ce cas, je crois que c'est une cellule presque indépendante qui a décidé cette opération selon les directives, si vous voulez, qui ont été transmises par les moyens de communication, comme je dis, le YouTube, le forum islamiste, l'Internet, et qui, pendant la dernière année, plus d'une année, parlent de ce genre d'attaque
bélier, voiture ou camion bélier, qui s'est avéré une tactique très efficace, très simple, et qui ne nécessite pas un commandement central. J'ai l'impression, si vous voulez, que cette cellule a décidé d'utiliser ces bouteilles de gaz avec des explosifs primitifs qui sont construits selon des indications sur l'Internet. Et c'est pour cela qu'il n'avait pas probablement un expert de Daesh, et c'est ce qui a produit l'explosion. Il y a une chose qui peut-être peut mener à un contact plus direct avec Daesh. C'est que l'imam est un des principaux terroristes impliqués, ont été au Maroc. D'ailleurs, tous sont presque marocains, ou de Ceuta ou Melilla. Et cet imam est un des terroristes, a été au Maroc pour quelques semaines, je crois que l'imam, même pour 3 mois. C'est peut-être que là-bas, ils ont eu contact avec des commandants ou des gens plus importants de Daesh, parce qu'on sait qu'il y a eu 2500 Marocains dans les fils de Daesh et de Al-Nusra en Syrie et en Irak. Une partie sont revenus, et on sait qu'il y a eu au Maroc dernièrement plusieurs arrestations de ces cellules radicalisées. Est-ce que Elie Carmon, est-ce qu'il y a une raison spécifique qui peut expliquer que ça soit cette fois-ci l'Espagne qui ait été ciblée? Pourquoi l'Espagne? Pourquoi Barcelone? Est-ce qu'il y a une explication, on va dire, logique à un tel acte? Je voudrais ajouter encore une chose, c'est que ces terroristes ont utilisé des ceintures explosives fausses, donc ils n'avaient vraiment pas réussi à organiser des ceintures opérationnelles, et ils n'avaient pas des armes à feu, ce qu'on a vu à Paris en Belgique, et donc c'était pas encore tellement organisé, c'était beaucoup plus primitif. Maintenant, l'Espagne est le centre, la plateforme djihadiste depuis avant 11 septembre. Al-Qaïda a été très actif en Espagne, et ils ont été impliqués dans la préparation des attaques de 11 septembre. La grande cellule qui existait là-bas à Madrid, et cela inclut aussi Barcelone. Et puis, le plus grand attentat en Europe et en Espagne, en mars 2004, qui a fait plus de 200 morts. Mais les dernières années, on voit que, pas seulement en Espagne, mais dans d'autres endroits, les djihadistes ou les salafistes ou les radicaux préfèrent travailler comme membres de Daesh ou se proclamer comme membres de Daesh. Si on veut, il y a une concurrence. Par exemple, Charlie Hebdo à Paris a été une opération de Al-Qaïda de la péninsule arabique. Alors est-ce que il y a aujourd'hui, après cette multiplication des attentats qui sont produits, on parlait ces derniers mois, il y a eu à Londres, il y a eu donc ces attentats à Barcelone. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe parvient à faire face, améliore, affûte ses moyens de lutter contre ce type de terrorisme? Est-ce qu'aujourd'hui les Européens sont, on va dire, plus opérationnels qu'ils ne l'étaient dans le passé pour lutter contre ce type d'attentat? C'est absolument sûr. Ça a pris un retard de 2 ou 3 ans jusqu'aux grands attentats à Paris et à Bruxelles. À partir de ce moment-là, on a décidé d'abord de recruter beaucoup plus de policiers et d'agents de sécurité. Par exemple, en France, 2300 après Charlie Hebdo. En Belgique, 600 policiers après l'attaque à l'aéroport. Mais ce n'est pas encore suffisant, parce que le nombre de djihadistes terroristes potentiels en France, on a parlé de 4000. En Grande-Bretagne, 3000. Mais nous avons entendu de gens très haut placés en France que peut-être il y a 16 000. Donc il doit y avoir beaucoup plus de ressources. Sur le plan juridique, il y a des avances, par exemple, en France, avec l'état de siège, avec l'arrestation administrative. Mais de nouveau, il n'y a pas un standard européen pour coopération. Et même dans ce cas à Barcelone, on voit déjà, il y a des accusations de la police nationale espagnole et de la Guardia civile qui disent qu'ils n'ont pas été inclus dans l'investigation
des attentats par les Mossos d'Esquadra, qui est la police provinciale catalane. Et donc, ces choses-là doivent avancer. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une coordination. Une coordination très étroite ouverte sur le plan des informations, d'intelligence qui doit être passée à tous les niveaux pour justement, parce qu'on dit déjà que pendant cette dernière année, la police espagnole savait comment se préparer à ce genre d'attentat en Espagne, plus spécifiquement à Barcelone. Et on savait de la CIA, il y a 2 mois, on avait reçu une alerte sur un attentat possible dans la ville de Barcelone. Il y a aujourd'hui, est-ce que l'on peut dire que l'État d'Israël, qui malheureusement est plus expérimenté dans cette lutte contre le terrorisme ou contre cette forme de terrorisme, est accepté comme expert, entre guillemets, en matière de lutte contre le terrorisme par les pays européens qui font face à cette vague de terreur? Israël a été toujours considéré comme un partenaire très important dans la lutte contre le terrorisme, et surtout au niveau des polices et des services d'information. Mais on voit ces 2 dernières années qu'il y a aussi la volonté politique, qui avant était, disons, beaucoup plus faible. Nous, comme institut, nous avons reçu pendant ces dernières 2 années des dizaines de délégations, tant de gens de l'establishment comme des gens, des investigateurs académiques qui cherchent à comprendre comment lutter à travers les discussions avec nous comme spécialistes de l'université, mais aussi qui rencontrent les membres de l'establishment de défense et de sécurité d'Israël. Et je peux dire par exemple que notre institut, cette année, est impliqué dans 2 grands projets sur la radicalisation en Europe, avec un consortium de 10 universités européennes et 12 polices dans toute l'Europe. Donc, on voit que ça se fait aussi au niveau, si vous voulez, de l'académie. Eh bien, Elie Carmond, merci de nous avoir éclairé donc sur les retombées de cet attentat, de ces attentats en Espagne, à Barcelone, à Cambris, jeudi et vendredi dernier. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Shalom. Merci à vous. Merci. Voilà, il est 8h57 sur studiokalita.com. Nous allons terminer cette heure d'actualité et vous allez retrouver, comme vous le faites chaque matin pendant ce mois d'août, les rediffusions des programmes, des émissions enregistrées, préparées par Cathy Choukroun sur studiokalita.com. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Shavua Tov. On se retrouve demain matin pour une nouvelle heure d'actualité sur studiokalita.com. Bye bye, à bientôt.